We believe, anyway, that we live in democracy here in the United States. Do you believe that this brave new world that you talk about could come here to our shores? Well, what I feel very strongly is that we mustn't be caught by surprise by our own advancing technology. This has happened again and again in history. Technology has advanced and this changes social conditions, and suddenly people have found themselves in a situation which they didn't foresee and doing all sorts of things they didn't really want to do. Dans son essai Se distraire à en mourir, l'écrivain américain Neil Postman établit une comparaison entre deux romans majeurs du XXe siècle. 1984 de George Orwell et Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Dans 1984, Orwell imagine une société dystopique dans laquelle un pouvoir dictatorial instaure une surveillance de masse pour limiter les libertés. A l'inverse, dans Le meilleur des mondes, Huxley n'a pas besoin de faire intervenir une force oppressive pour priver les citoyens de leur autonomie. Les personnages du roman, qui raffolent d'une drogue appelée soma, ne sont même plus conscients de leur aliénation. Ils en sont venus à aimer leurs propres outils d'oppression. Dans la préface de son livre, Postman explique un peu plus en détail la différence fondamentale entre 1984 et Le meilleur des mondes. Orwell craignait ceux qui interdiraient les livres. Huxley redoutait qu'il n'y ait même plus besoin d'interdire les livres, car plus personne n'aurait envie d'en lire. Orwell craignait que notre culture ne soit prisonnière. Huxley redoutait que notre culture ne devienne triviale, seulement préoccupée de fadaises. En bref, Orwell craignait que ce que nous haïssons ne nous détruise. Huxley redoutait que cette destruction ne vienne plutôt de ce que nous aimons. Le thème de cette vidéo repose sur l'idée qu'Huxley avait vu plus juste qu'Orwell. Mais pour le montrer, j'aimerais commencer par une histoire un peu insolite, celle d'un scarabée qui fait l'amour à une bouteille de bière. Bienvenue dans la Fabrique sociale. In Australia, a beer bottle like this is known as a stubby. And believe it or not, it nearly wiped out the jewel beetle. To this questing male, all his sexual fantasies come true when he finds a discarded stubby. Nicolas Steenbergen est un biologiste néerlandais, lauréat du prix Nobel en 1973. Il est notamment célèbre pour ses découvertes révolutionnaires sur le comportement des animaux. À travers ses expériences, Steenbergen cherchait à comprendre ce qui déclenchait le comportement des animaux. Pour ça, il étudiait ce qu'on appelle les stimulus. Un stimulus, c'est un événement qui déclenche une réaction physiologique ou psychologique chez un organisme vivant. On distingue différents types de stimulus. Un stimulus peut être auditif quand il est transmis par un son, donc par exemple le chant d'un oiseau. Un stimulus peut être visuel quand il est transmis par la lumière, donc par exemple la couleur d'un œuf, etc., etc. Pour adapter leur comportement à ces stimulus extérieurs, les animaux ont développé tout un répertoire de réactions. C'est ce qu'on pourrait appeler l'instinct animal. En étudiant les stimulus auxquels étaient exposés les animaux, Steenbergen va faire une découverte scientifique majeure. À cette époque, Steenbergen étudie le comportement des oiseaux. Il a l'idée de fabriquer de faux œufs pour voir comment les oiseaux y réagiraient. Le truc, c'est qu'au lieu de faire des répliques parfaites, Steenbergen crée des œufs qui sont plus gros et plus colorés que les œufs naturels. Il remarque quelque chose d'assez fascinant. Studies with birds show adding a fake, supernormal, vividly spotted plaster egg to a nest makes a mother rather sit on it than a real, more pale-colored eggs. Les oiseaux sont plus attirés par les œufs artificiels que par leurs propres œufs. Les œufs étaient tellement gros que certains parents glissaient dessus en essayant de les couver. Mais c'était trop fort pour eux. À chaque fois, ils préféraient les œufs fabriqués par Steenbergen à leurs propres œufs. Dans une autre expérience, Steenbergen remarque que les parents préfèrent nourrir de faux bébés aux leurs parce que les premiers ont des becs plus larges et plus rouges. Le biologiste en conclut que les animaux peuvent préférer un stimulus artificiel et exagéré à un stimulus naturel. Steenbergen venait de découvrir les stimulus supernormaux. On peut voir un stimulus supernormal comme un stimulus qui provoque une réponse exagérée d'un organisme. You can attract species to, you find what they're innately attracted to and you produce a version of that that's so pumped up nature can't reproduce it and it hijacks your biology. Like Doritos. Like fake tits. Yes, fake tits, Doritos. Reprenons le cas du scarabée et de la bouteille de bière. Clairement, l'accouplement entre un scarabée et une bouteille de bière n'assure pas un taux de reproduction extrêmement élevé. Mais dans ce cas-là, pourquoi le scarabée est-il attiré par la bière? Déjà, la bouteille de bière a la même couleur et la même texture que les scarabées femelles, ce qui déclenche des réactions instinctives très fortes
chez les mâles. En plus de ça, la bouteille est plus grosse que les femelles, donc les mâles la repèrent plus rapidement et sont plus attirés par elle. Résultat, les mâles voient un peu la bouteille de bière comme la Kim Kardashian des scarabées. Ils vont donc tous tenter de s'accoupler avec. Cette bouteille de bière australienne est un stimulus super normal pour le scarabée. La prolifération de ce genre de bouteille en Australie et la fâcheuse tendance de l'homme à les jeter dans la nature a failli causer l'extinction de cette espèce de scarabée. Le sex appeal de ces bouteilles de bière était tellement intense que certains scarabées cramaient au soleil à force de trop copuler en plein désert australien. Pour stopper l'hémorragie, l'industrie de la bière a dû changer le design de ces bouteilles pour que les scarabées arrêtent de les confondre avec Kim Kardashian. Mais comment la nature a-t-elle pu rendre possible ce genre de situation complètement absurde? Pour le comprendre, il faut examiner d'un peu plus près le cerveau animal. Si on aime autant faire l'amour à des bouteilles de bière, et si on a des réactions disproportionnées aux stimulus supernormaux, c'est peut-être la faute à une zone du cerveau très ancienne, le striatum. Le striatum, lui, il fait pas du tout de l'intelligence, il fait du désir brut, et qui va nous récompenser avec du plaisir à chaque fois qu'on aura réalisé un certain nombre de comportements. Ce plaisir, le striatum va nous le donner avec de la dopamine. Mais si le striatum est indispensable à notre survie, c'est aussi parce que c'est la zone du cerveau qui nous pousse à agir. Par exemple, une étude réalisée sur les souris a montré qu'elles avaient beau avoir faim, si leur striatum était éteint, elles se laissaient mourir. Donc il ne suffit pas d'avoir faim pour manger, il faut aussi avoir la motivation de manger. Et c'est deux choses différentes. Donc on peut quand même rendre hommage au striatum pour ses bons et loyaux services. Merci mec. Mais il y a quand même un petit problème avec le striatum. Le problème, c'est qu'il est incapable de s'autoréguler. Il n'est pas programmé pour se limiter, c'est hyper important à retenir. Nous, on est programmé pour vouloir toujours plus, sans limite. Bon, quand on vivait dans la savane, ça ne posait pas trop de problèmes. Manger, ça voulait dire chasser, ça voulait dire trouver des proies, et ça voulait dire les manger et en manger sans limite. Le plus possible, se remplir la panse pour deux raisons. Première raison, c'est qu'il n'y a pas de moyen de conserver la viande. Deuxième raison, vous n'étiez pas du tout sûr de trouver une autre proie avant des semaines ou avant des mois. Mais il y a quelques centaines de milliers d'années, l'évolution animale, qui jusque-là avait été si cohérente et intelligente, a tout fait capoter. Une nouvelle couche cérébrale s'est développée dans le cerveau de nos ancêtres. Cette couche, c'est le cortex. Alors, le cortex, lui, il fabrique de l'intelligence. C'est lui qui fait des Airbus, c'est lui qui fait votre téléphone portable. C'est cette partie du cerveau qui a fait de nous l'espèce dominante sur Terre. Mais c'est aussi le développement du cortex qui nous a permis de créer de nouvelles choses qu'on ne retrouve pas dans la nature. Et notamment, les stimulus supernormaux. La bouteille de bière qui a failli éradiquer les scarabées australiens est une invention purement humaine. La nature ne l'avait pas prévue dans ses plans, et encore moins les scarabées. Le scarabée voit la bouteille comme une opportunité de transmettre ses gènes et aussi de prendre du plaisir. Ça ne fonctionne pas, pourtant, il s'obstine. Il est comme perdu dans une course effrénée à la dopamine. Et il est incapable de réaliser que son comportement n'est pas optimal. Mais nous ne faisons qu'effleurer la surface du problème. Les stimulus supernormaux sont principalement des inventions humaines, et s'ils posent problème, c'est principalement à nous. Dans son livre La fabrique du consommateur, le chercheur Anthony Galuzzo raconte les débuts de la société de consommation qu'on date à peu près à la fin du 19e siècle. Il explique « L'histoire de la société de consommation peut être comprise comme celle de la multiplication et de la mise à proximité de l'image. Pour écouler toujours plus de marchandises, les entreprises devaient pénétrer dans l'imaginaire de leurs consommateurs pour rendre leurs produits désirables. Avant les révolutions industrielles, c'était difficile de le faire. À l'époque, les médias étaient encore peu répandus et les entreprises disposaient de moyens très limités pour rendre leurs produits visibles. Mais tout ça va changer. Les progrès techniques apportés par les révolutions industrielles ont facilité la reproduction et la propagation des images dans la société. Grâce à ces innovations, de nouvelles formes de médias vont voir le jour. Par exemple, le magazine est le premier média de masse entièrement dédié à la consommation. Les magazines, contrairement aux journaux qui les précédaient, ne s'adressent plus à des citoyens, mais à une masse de consommateurs. Dans les magazines, les images pullulent et il devient beaucoup plus facile pour les entreprises de façonner l'imaginaire collectif et de rendre leurs produits désirables. Avec les magazines, la publicité peut donc petit à petit pénétrer dans la société et s'infiltrer dans l'imaginaire des consommateurs. Pour nous pousser à consommer, la pub va jouer sur les ressorts psychologiques de la nature humaine. Autrement dit, une bonne publicité fait souvent appel à notre instinct animal en créant des stimulus attirants. Donc par exemple en utilisant des couleurs qui attirent le regard ou en mettant en scène des personnages au physique avantageux, etc., etc. Mais les magazines ne sont que le premier média de masse. La publicité n'a pas encore dévoilé tout son potentiel. Le monde de la pub attend de nouveaux médias pour pouvoir pénétrer un peu plus loin dans notre cerveau animal.
Pour les grandes entreprises, on est donc à l'aube d'une magnifique aventure capitaliste. À l'inverse, pour notre striatum, c'est le début d'une grande exploitation. Hi, this is Rick Dalton, better known as Bounty Hunter Jake Cahill, speaking on behalf of Red Apple Cigarettes. L'avènement de la télévision fait définitivement basculer notre société dans le monde de l'image. Les stimulus visuels deviennent de plus en plus répandus, que ça soit dans les programmes télé ou dans les publicités qui les suivent. Fin 19e, début 20e, on est beaucoup plus sur une logique de performance, de performeur au sens faire impression, se mettre en scène. Donc le modèle, c'est plus le vieil aristocrate, c'est l'acteur qui est capable de transmettre des émotions et des impressions par ses apparitions, par la mise en scène de soi. Désormais, les présidents sont plus élus pour leur look que pour leurs idées, comme en témoigne le succès de la coiffure de JFK lors des élections présidentielles américaines. The candidates need no introduction. The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy. Voyant le visage pas très amène, pas très sympathique de Nixon, il se dit pendant le débat, maintenant je vais faire un gros plan de mon candidat. Et évidemment, l'image de Nixon est immédiatement ruinée quand elle est comparée à l'image de Kennedy. Et grâce à un média comme la télévision, les entreprises peuvent désormais créer des stimulus super normaux à l'appel. What's more American than a cheeseburger? This cheeseburger, loaded with a hot dog and potato chips. In the hands of all-American model Samantha Hoops. In a hot tub. In a pickup truck. Driven by an American bull rider. On an aircraft carrier. Under the gaze of Lady Liberty. Certes, les publicités deviennent de plus en plus envahissantes, mais elles sont aussi de plus en plus divertissantes et excitantes. On met en scène des mannequins à la poitrine généreuse qui dévorent d'énormes hamburgers sur des porte-avions. Tout ça fait que notre cortex est de moins en moins sollicité, tandis que notre striatum l'est de plus en plus. Alors c'est bon pour les affaires, mais ça a des conséquences très graves. Par exemple, aujourd'hui, c'est beaucoup plus fréquent de mourir d'obésité que de famine. Partout, les courbes d'obésité sont en pleine augmentation sur tous les continents. Mais tant que ça continue à doper la croissance économique, finalement c'est pas si grave que ça. Notre cerveau est bombardé de stimulus super normaux, tandis que la société de consommation n'est pas prête à s'arrêter en si bon chemin. Parce que dans les années 90, un nouveau média est sur le point de naître et il va changer notre culture à tout jamais. Welcome to the internet. Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content, some better, some worse. If none of it's of interest to you, you'd be the first. 40 ans après les débuts de la télé, l'avènement d'Internet parachève le règne de l'image. Mais Internet est beaucoup plus efficace que la télé pour capter l'attention des consommateurs. Déjà en termes d'accessibilité. La télévision est un média souvent confiné dans le salon familial. A l'inverse, avec les smartphones, Internet est devenu accessible partout, tout le temps. Donc on est constamment bombardé de stimulus. Deuxièmement, en termes de personnalisation. La télévision s'adressait plus à des groupes comme la famille qu'à des individus. Généralement, il n'y avait qu'une télévision par foyer et la télévision n'était pas une technologie réellement intelligente. Une télévision ne pouvait pas apprendre grand-chose sur les spectateurs qui la regardaient pour pouvoir derrière personnaliser ses programmes. Par contre, en utilisant Internet et les smartphones, on fournit sans arrêt des tonnes de données pour que Facebook optimise en temps réel les stimulus de notre fil d'actualité pour, in fine, créer toujours plus d'addictions. Par exemple, c'est une intelligence artificielle qui décide de ce que vous voyez dans votre fil d'actualité Facebook. Et l'algorithme vous connaît probablement mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Le rapport de force entre un utilisateur et Facebook est donc extrêmement déséquilibré. Résultat, c'est bien plus facile pour Meta de capter notre attention en 2023 que pour TF1 dans les années 80. The demand side does not have the coordination that the supply side has. Because you and me and all Google users aren't getting together and coordinating as effectively as Google is with itself. So you have an asymmetric warfare. So then the supply side says, I can manufacture demand. And I increase the lifetime value of a customer by having them want to keep coming back to whatever the thing that I do is. And there's no way to do that better than addiction. That now gets to be AI optimized. Avec cette faculté inédite à rendre les utilisateurs accros, les entreprises de la tech sont donc de plus en plus invasives. They're coming for every second of your life. Every single free moment you have is a moment you could be looking at your phone and they could be gathering information to target ads at you. That's what's happening. Et la meilleure manière de le faire, c'est en excitant notre striatum, notamment grâce à des stimulus super normaux. Time on site doesn't get maximized by showing them complex, nuanced arguments. They bounce, right? They get to an article and there's a complex, nuanced argument, they bounce. If there's a clickbaity title, they're more likely to click on it.
So there is a actual incentive for salaciousness. Pour illustrer ce phénomène, on peut prendre pour exemple le porno en ligne. Le porno représente aujourd'hui plus du quart de la consommation mondiale de vidéos sur Internet. L'offre de contenu pornographique est infinie et fait la part belle aux corps les plus caricaturaux. Donc souvent des seins énormes et des fesses énormes. Donc le porno, c'est un peu la junk food du sexe. Forcément, notre striatum en raffole. Mais cette industrialisation du sexe n'est pas sans conséquences. In its availability and its extreme forms, it's a very potent stimulus. Le porno change profondément notre rapport à la sexualité, limite la libido et peut nous rendre complètement addicts. Interestingly, a lot of the neurological studies found that people with problematic porn use want porn more, but don't like it any more than control groups. This wanting is because porn affects your reward systems, your dopamine levels, by being a supernormal stimulus. Mais le porno n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Le striatum a également un énorme besoin de validation sociale qui est en permanence exploité par les réseaux sociaux pour maximiser le temps qu'on passe dessus. Avec Internet, notre striatum est victime d'un hack à échelle planétaire. Et tandis qu'Internet bombarde notre cerveau de stimulus supernormaux, l'addiction grimpe en flèche dans notre société et nous devenons, à l'inverse, de moins en moins libres et autonomes. Et si le cauchemar qu'imaginait Huxley n'était pas déjà devenu réalité? Je dois dire que quand je vois des enfants figés devant un écran de télévision, j'ai une impression horrible de gens qui ont une addiction, c'est exactement comme une addiction à l'opium. Et comme Marx a dit, la religion est l'opium du peuple, mais maintenant l'opium est la religion du peuple. Dans le meilleur des mondes, les personnages du roman sont addicts à une drogue qu'on appelle soma. Certes, le soma leur procure du plaisir. Mais par la même occasion, cette drogue fait d'eux des citoyens aliénés, dépossédés de leur liberté, sans même qu'ils en aient conscience. Aujourd'hui, on pourrait remplacer le terme soma par le terme dopa, pour dopamine. Comme le soma, les sources de dopamine sont accessibles partout et tout le temps. Mais paradoxalement, l'abondance de la molécule du plaisir va de pair avec une hausse de l'anxiété dans nos sociétés occidentales. La combinaison d'Internet, des smartphones et des réseaux sociaux nous a rendus addicts et plus vulnérables que jamais aux stimulus supernormaux. À force, nous devenons des humains de plus en plus émotionnels et de moins en moins réfléchis. Mais on comprend rien, vous êtes insupportable, franchement, allez, on rend l'antenne. On rend l'antenne, je pars en week-end, je m'en vais. Alors, de la même manière que le scarabée ne se rendait pas compte qu'il était en train de copuler avec une bouteille de bière, il est possible que l'on ne se rende même plus compte de notre aliénation. Comme l'expliquait Neil Postman à la fin de son livre, en définitive, Huxley essayait de nous dire que la plus grande cause d'affliction des gens dans le meilleur des mondes n'était pas de rire au lieu de penser, mais de ne pas savoir pourquoi ils riaient et pourquoi ils avaient arrêté de penser. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ciao ciao.